Alors, un article très intéressant sur les progrès en matière de sécurité en Formule 1 de 1950 à nos jours, suite à l'accident de Romain Grosjean, donc, survenu au Grand Prix de Bahreïn 2020, rappelle combien la sécurité des monoplaces a évolué au fil des années. L'Argus vous propose un voyage dans le temps, de 1950 à nos jours, à la découverte des innovations qui ont bouleversé la vie des pilotes. Dimanche 29 novembre 2020, dès le premier tour du Grand Prix de Bahreïn, le Romain Grosjean percute de plein fouet l'un des rails de sécurité du circuit de Sakhir sous la violence du choc. Sa monoplace se coupe en deux et s'embrase. Les images sont aussi impressionnantes que terrifiantes. Au terme de 28 longues secondes, le pilote français parvient à s'extirper du brasier. C'est un véritable miracle qu'il s'en sorte indemne, avec quelques légères brûlures aux mains notamment. Si ce nouvel accident nous rappelle à quel point le sport auto est dangereux, il nous montre aussi les fabuleux progrès réalisés au fil des années par les ingénieurs, car les pilotes n'ont pas toujours été aussi bien protégés. En 1950, année de naissance du championnat de Formule 1, l'équipement de sécurité est sommaire. Certains pilotes portent une salopette en coton, des bottes et des gants en cuir Fagioli et Farina à gauche de l'image, tandis que d'autres préfèrent rouler en chemise à manches courtes Fangio à droite. Il n'y a aucune règle, et l'on se joue plus de la carte de l'élégance que de la sécurité. Complètement inconscient, hein. Si dès 1925, la société Inchman Racing Uniforms équipe les pilotes d'un ami inifugé, dont Peter De Paolo, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, les combinaisons ne deviennent obligatoires en F1 qu'au début des années 60. Ce n'est qu'après l'accident de Niki Lauda au Nürburgring en 76 que le Nomex, tissu résistant au feu, devient le composant clé des tenues de pilote, allant des sous-vêtements, t-shirts, chaussettes, pantalons et cagoules, aux bottines, en passant par les gants. C'est grâce à cet équipement conçu pour résister au moins 20 secondes à une température de 850 degrés que Romain Grosjean a pu s'extirper des flammes en limitant ses blessures. Le saviez-vous, depuis 2019, les gants sont équipés d'une technologie biométrique qui transmet en temps réel les informations sur le pouls et le taux d'oxygène dans le sang des pilotes et la direction de course. C'est ainsi que les secours ont su que le pilote a se bouger et respirer après le choc. Ah, vous savez, ça je savais pas, hein, pour le coup. Je sais pas si vous saviez, mais très intéressante cette info. Donc aucun commentaire hein, sur les casques des années 50, c'était ridicule. Il n'y aurait rien, c'est pareil. Il y a 70 ans, le casque n'était pas obligatoire, c'était une calotte en tissu qui couvrait la tête des pilotes. Quant aux yeux, ils étaient protégés au moyen d'une simple paire de lunettes, dont un exemplaire de rechange pendait autour du cou des Fangio et aux traces du volant. En 1952, le casque en liège fait son apparition et devient obligatoire 10 ans plus tard. Ce n'est qu'en 68, au Grand Prix d'Allemagne, qu'un casque intégral fait son apparition en Formule 1. On le doit à Dan Gurney et au fabricant américain Bell. Dès 1958, le pilote américain avait déjà imaginé une protection en cuir pour couvrir le bas de son visage, et ainsi se protéger des petits projectiles qu'il recevait régulièrement en course. Désormais, il serait impensable de voir rouler un pilote sans protection. De nos jours, les casques sont en carbone. Ils sont à la fois légers et ultra résistants, au même titre que leurs visières. Elles sont en polycarbonate de 3 mm d'épaisseur, avec une protection en zylon, et résistantes au feu. Comme les voitures, ces éléments font l'objet d'un crash test élaboré, lâché d'objets métalliques pointus de 3 kg d'une hauteur de 3 mètres sur le casque, visière bombardée de projectiles à environ 500 km/h et résistance au feu à 800 degrés pendant 45 secondes. La température à l'intérieur du casque ne doit pas dépasser 70 degrés. Ouais, c'est très très bien ça, très très bien. Le Hans pour garder la tête sur les épaules, quel jeu de mots. Élément indissociable de la sécurité des pilotes en F1, comme dans de nombreuses autres disciplines en sport auto, le système Hans, ce dispositif qui se sangle au casque par le biais de fixations placées à hauteur de la mâchoire, permet de protéger les cervicales en cas d'accident. Il a été mis au point dans les années 80 par deux experts en biomécanique, Jim Downing et Bob Hubbard. Cette pièce en Kevlar qui repose sur les épaules du pilote n'est obligatoire en F1 que depuis 2003. Le Brésilien Felipe Massa a été le premier à inaugurer ce dispositif en 2002, et le premier malgré lui à en démontrer l'efficacité lors d'un terrible accident en 2004 au Grand Prix du Canada. Ah ouais, ça, c'est que depuis 2002 qu'il y est, je pensais que c'était plus tôt que ça. Apparemment non. Le saviez-vous? Outre les capteurs placés dans les gants, les oreillettes des pilotes disposent d'un accéléromètre. C'est ce dispositif qui a permis de déterminer que Romain Grosjean avait subi une décélération de 53 G lors de son accident à Bahreïn. Nul doute que son excellente condition physique, les pilotes sont surentraînés, a permis aux Français d'absorber un tel choc sans tomber dans les vapes. Si l'équipement joue un rôle clé dans la sécurité des pilotes, les monoplaces ont aussi une importance cruciale. Entre les années 50 et les années 2000, les voitures ont connu de nombreuses évolutions, moteurs et aérodynamiques. Toujours plus performantes, il a aussi fallu les rendre plus résistantes au choc. Au début des années 90, Jean-Marie Balestre, alors patron de la FIA, demande aux équipes d'intégrer, dans la conception des monoplaces, une cellule de survie monocoque en carbone.
Après les accidents mortels de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna en 94, Max Mosley, fraîchement élu à la fédération en 93, va prendre le problème de la sécurité à bras-le-corps. Au cours de son mandat, il mettra en place des crash tests, introduira les crash box avant et arrière, absorbeurs de choc, et rendra obligatoire le HANS. Jean Todt, élu en 2009, continuera le travail de ses prédécesseurs en instaurant d'autres règles, telles que la fixation des roues par deux câbles distincts fixés à des points d'ancrage différents. Et oui, pour pas que les roues se baladent et qu'elles sautent partout en cas d'accident violent, quoi. Très bonne idée, ça aussi. Puis en 2014, suite au tragique accident de Jules Bianchi, la FIA réfléchit à sécuriser les cockpits. Plusieurs solutions sont étudiées et testées. Après l'étude d'une quinzaine de crashs graves en 2018, le halo devient obligatoire. Cet arceau de sécurité en titane, solidaire en 3 points du châssis, permet de protéger la tête du pilote. Il n'est pas des plus esthétiques et ne fait pas l'unanimité dans le paddock. Pourtant, il va rapidement faire ses preuves. Le dispositif ne pèse pas plus de 7 kg, mais il est capable de résister à une charge de plus de 12 tonnes, l'équivalent d'un bus impérial. C'est grâce à cette pièce que Romain Grosjean a pu traverser le rail de sécurité du circuit de Sakhir, sans se faire couper la tête. Donc ça, on l'a vu dans la reconstitution du crash que j'ai fait hier dans la vidéo, du coup. On voit très bien que le halo aide à découper le rail de sécurité, sans que la tête de Grosjean, du coup, ne touche ce rail. Rappelons que le pilote a percuté cet élément en métal à 221 km/h. Allez, on termine. Enfin, toutes ces innovations techniques sont complétées par des dispositifs mis en place sur les tracés allant des équipes médicales renforcées aux commissaires de piste mieux formés, en passant par des circuits plus sécurisés. Bon nombre de nouvelles pistes bénéficient désormais de dégagements plus importants ou repensés, et des barrières plus absorbantes en polyéthylène moulé creux, qui remplacent les traditionnels vieux pneus. Et dans les années 50, c'était des ballots de paille. Voilà, les temps ont bien changé, du coup. Bah écoutez, voilà, c'était très intéressant cet article de l'Argus, ils ont fait un bon travail de recherche. Donc je voulais vous partager cet article qui me semblait plutôt intéressant. Alors, on se replonge dans les photos de l'article et puis après on va se quitter du coup. J'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, de l'évolution de la sécurité en Formule 1, de 1950 à nos jours. Est-ce que pour vous, le niveau de sécurité en Formule 1 est suffisant ou est-ce qu'il faut encore améliorer des choses? Si oui, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je pense que l'Halo, il a été très, très, très critiqué, mais au final, il a bien servi dimanche à la survie de Romain Grosjean. Sans le Halo, à mon avis, comme plein de monde dit, sa tête aurait tapé la rail, il serait mort en fait, tout simplement. Ou alors il aurait perdu connaissance et du coup, ou même décapité. Certains vont dire qu'il aurait été décapité. Bon, après, on refera pas l'accident sans le Halo, mais puis on ne veut pas savoir, de toute façon, Grosjean a survécu, donc c'est ça qui compte. Bah écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo, je vous laisse réagir. Ciao ciao.